En avril 1999, dans une ferme familiale près de Beaune, en Bourgogne, des ouvriers découvrent un compartiment secret sous les planches d'une vieille grange. À l'intérieur, un journal intime poussiéreux attend depuis 28 ans. Ces pages manuscrites appartiennent à Marcel Fontaine, un agriculteur qui a disparu mystérieusement en septembre 1971, laissant derrière lui une famille dévastée et aucune explication. Mais ce que révèlent ces écrits intimes va bouleverser tout ce que sa famille croyait savoir sur l'homme qu'il pensait connaître. Qu'est-ce qui a poussé un père de famille respecté à disparaître sans laisser de traces? Et pourquoi a-t-il caché ce journal si soigneusement? Avant de continuer avec cette histoire troublante, si vous appréciez les cas mystérieux réels comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. La Bourgogne, au début des années 1970, était une région profondément ancrée dans ses traditions agricoles. Les vignobles s'étendaient à perte de vue sur les collines dorées et les familles cultivaient la terre depuis des générations. Dans cette région paisible, à quelques kilomètres au sud de Beaune, se trouvait la propriété des Fontaines, une exploitation viticole de taille moyenne qui produisait un vin honnête, apprécié localement. Marcel Fontaine avait 42 ans en 1971. C'était un homme de stature moyenne, aux épaules larges, forgé par des décennies de travail dans les vignes. Ses mains calleuses et son visage tanné par le soleil témoignaient d'une vie passée en plein air. Il avait hérité de la ferme de son père en 1953, à l'âge de 24 ans, après que celui-ci eut succombé à une crise cardiaque pendant les vendanges. Marcel était connu dans la communauté comme un homme sérieux, travailleur et profondément religieux. Chaque dimanche, il assistait à la messe à l'église Saint-Nicolas avec sa famille, toujours assis au même banc, troisième rangée à gauche. Ses voisins le décrivaient comme réservé, peu bavard, mais toujours prêt à aider en cas de besoin. Il ne fréquentait pas les cafés du village comme d'autres agriculteurs, préférant rentrer directement chez lui après le travail. Sa femme, Simone, était une femme énergique de 39 ans, avec des cheveux châtains qu'elle portait toujours attachés en chignon serré. Elle s'occupait de la maison, du potager et aidait aux vendanges quand c'était nécessaire. Simone venait d'une famille de commerçants de Dijon et avait épousé Marcel en 1952, dans un mariage arrangé par les familles, comme c'était encore courant à l'époque. Leur relation était cordiale, respectueuse, mais sans grande démonstration d'affection, ce qui était typique des couples de cette génération et de cette région. Le couple avait 3 enfants. Étienne, l'aîné, avait 17 ans en 1971. C'était un jeune homme robuste qui ressemblait beaucoup à son père physiquement, mais qui avait un tempérament plus ouvert. Il venait de terminer ses études au lycée agricole et avait commencé à travailler à plein temps sur l'exploitation familiale. Marcel comptait sur lui pour reprendre la ferme un jour, perpétuant ainsi la tradition familiale. Colette, 14 ans, était une adolescente rêveuse qui préférait ses livres aux travaux de la ferme. Elle excellait à l'école du bourg et sa mère espérait secrètement qu'elle pourrait poursuivre des études supérieures, quelque chose de rare pour une fille d'agriculteur à cette époque. Elle avait les yeux vifs de sa mère et une sensibilité particulière aux tensions familiales, même non exprimées. André, le Benjamin de 9 ans, était un garçon joyeux et insouciant qui adorait suivre son père dans les vignes. Il posait constamment des questions sur tout, des cycles de la lune aux techniques de taille des vignes. Marcel montrait une patience infinie avec lui, bien qu'il fût généralement peu expansif avec les autres. La propriété des Fontaines s'étendait sur environ 15 hectares, une taille respectable pour l'époque. La maison principale, construite en pierre de Bourgogne au début du XIXe siècle, avait des murs épais qui gardaient de la fraîcheur en été et la chaleur en hiver. Les volets verts encadraient les fenêtres et une glycine centenaire grimpait le long de la façade sud. Derrière la maison se trouvait la grange, le cellier pour le vin, un poulailler et un potager bien entretenu par Simone. Les vignes s'étendaient en rangs parfaitement alignés sur les pentes douces entourant la propriété. Marcel cultivait principalement du pinot noir et du chardonnay,
les cépages traditionnels de la région. Il n'utilisait pas encore de tracteur moderne, préférant travailler avec son vieux cheval de trait, Marquis, et des outils manuels transmis de génération en génération. La vie à la ferme suivait le rythme des saisons. Les hivers étaient consacrés à la taille des vignes, les printemps au travail du sol et à l'attachage, les étés à la surveillance attentive des grappes et les automnes aux vendanges frénétiques. C'était une existence prévisible, réglée comme une horloge, où chaque jour ressemblait au précédent dans une routine rassurante. Mais sous cette apparence de normalité, quelque chose avait commencé à changer chez Marcel au printemps 1971. Simone l'avait remarqué la première. Son mari, d'habitude si régulier dans ses habitudes, avait commencé à s'absenter de manière inexpliquée. Parfois, il disparaissait pendant quelques heures l'après-midi, disant qu'il devait vérifier des parcelles éloignées. D'autres fois, il partait tôt le matin avant même le lever du soleil, prétextant des rendez-vous au marché aux bestiaux de Beaune. Étienne aussi avait noté ses absences. Un jour de juin, il avait demandé à son père s'il pouvait l'accompagner à une de ses sorties matinales, mais Marcel avait refusé brusquement, d'un ton inhabituellement sec. Le jeune homme n'avait pas insisté, mais l'incident l'avait troublé. Le jeudi 16 septembre 1971 se leva comme n'importe quel autre jour d'automne en Bourgogne. Le ciel était d'un bleu pâle, et une brume légère flottait encore sur les vignes à l'aube. La température était fraîche, environ 12 degrés, typique pour cette période de l'année. Les vendanges avaient commencé la semaine précédente, et la famille était dans la phase la plus intense du travail annuel. Marcel s'était levé à 5h30, comme toujours. Simone l'avait entendu descendre l'escalier en bois, qui grinçait à la 4e marche. Elle l'avait rejoint dans la cuisine une vingtaine de minutes plus tard pour préparer le café. Son mari était déjà habillé de sa tenue de travail habituelle. Pantalon en velours côtelé brun, chemise à carreaux verts et gris, gilet en laine tricoté par sa mère des années auparavant, et ses bottes en caoutchouc vert. Ils avaient pris leur petit déjeuner en silence, comme souvent. Marcel avait bu 2 bols de café au lait et mangé 3 tartines de pain avec du beurre et de la confiture de prunes faite maison. Simone se souviendrait plus tard de chaque détail de ce dernier repas ensemble, cherchant désespérément un signe qu'elle aurait pu manquer. À 6h15 précise, Marcel avait enfilé sa vieille casquette en tweed et était sorti par la porte de derrière. Simone l'avait regardé par la fenêtre de la cuisine, traverser la cour et se diriger vers le cellier. C'était sa routine matinale. Il commençait toujours par vérifier les cuves de fermentation avant d'aller inspecter les vignes. Étienne était descendu vers 6h45 et avait demandé où était son père. Simone avait répondu qu'il devait être dans les vignes, probablement en train de vérifier les parcelles du côté nord qui n'avaient pas encore été vendangées. Le jeune homme avait pris son petit déjeuner rapidement et était parti rejoindre son père. Mais Marcel n'était pas dans les vignes du nord, ni dans celles du sud, ni dans le cellier, ni dans la grange. Étienne avait cherché pendant 1 heure, parcourant toute la propriété. Il était revenu à la maison vers 8h, légèrement inquiet, mais pas encore alarmé. Peut-être son père était-il parti faire une course au village sans prévenir. Vers 9h, n'ayant toujours aucune nouvelle, Simone avait commencé à téléphoner aux voisins. Personne n'avait vu Marcel. Elle avait appelé le café du village, la coopérative viticole, même le curé. Rien. C'est alors qu'Étienne avait remarqué que le vieux camion Peugeot que Marcel utilisait pour les déplacements n'était plus garé à sa place habituelle près de la grange. La famille l'avait attendu jusqu'à midi, l'inquiétude grandissant à chaque minute. Colette était rentrée de l'école pour le déjeuner et avait immédiatement senti la tension. André, trop jeune pour vraiment comprendre, demandait sans cesse quand son papa allait rentrer. À 13h30, Simone avait pris la décision d'appeler la gendarmerie de Beaune. L'adjudant Paul Mercier avait pris sa déclaration au téléphone avec le détachement professionnel typique d'un gendarme expérimenté. Un homme adulte disparu depuis quelques heures seulement n'était généralement pas considéré comme une urgence. Il y avait probablement une explication simple, peut-être une panne de camion quelque part, peut-être un accident bénin. Mercier avait promis d'envoyer une patrouille vérifier les routes principales.
À 16h45, la gendarmerie avait rappelé. Le camion de Marcel avait été retrouvé. Il était garé sur un petit chemin de terre près de la vieille chapelle Saint-Roch, à environ 8 kilomètres de la ferme. La chapelle, construite au XVIe siècle, était en ruine depuis longtemps, nichée au milieu des champs et rarement visitée. Le camion était vide, les clés encore sur le contact. Les portières n'étaient pas verrouillées. Aucun signe de lutte ou de violence. Juste un véhicule abandonné au milieu de nulle part. Cette découverte avait transformé une disparition potentiellement banale en quelque chose de beaucoup plus inquiétant. Pourquoi Marcel serait-il allé à la chapelle Saint-Roch un jeudi matin, pendant les vendanges, le moment le plus crucial de l'année pour un viticulteur? Et pourquoi aurait-il laissé son camion là-bas avec les clés dedans? Les gendarmes avaient immédiatement organisé des recherches dans les environs de la chapelle. Une équipe d'une dizaine d'hommes, renforcée par des volontaires du village, avait ratissé la zone jusqu'à la tombée de la nuit. Ils avaient fouillé les champs, les fossés, les petits bois environnants. Ils avaient inspecté la chapelle elle-même, dont le toit s'était partiellement effondré et où les murs étaient couverts de lierre. Rien. Pas de traces de Marcel Fontaine. Pas de vêtements déchirés, pas de sang, pas d'empreintes de pas significatives sur le chemin poussiéreux. C'était comme si l'homme s'était volatilisé après avoir garé son camion. L'inspecteur Laurent Girard, de la police judiciaire de Dijon, avait été assigné au cas le lendemain matin. C'était un homme de 53 ans, avec une expérience de près de 30 ans dans les forces de l'ordre. Mince, toujours impeccablement habillé en costume gris, avec une moustache soigneusement taillée, Girard avait la réputation d'être méthodique et perspicace. Il était arrivé à la ferme des Fontaines le vendredi 17 septembre en milieu de matinée. Simone se souviendrait toujours de sa poignée de main ferme et de son regard attentif qui semblait tout enregistrer. Girard avait passé plus de 3 heures à interroger la famille, prenant des notes minutieuses dans un petit carnet noir. Simone lui avait parlé des absences mystérieuses de son mari au cours des derniers mois. Étienne avait mentionné le changement d'humeur de son père, qui était devenu plus taciturne, plus distant. Colette, les larmes aux yeux, avait raconté que son père avait semblé triste ces derniers temps, mais elle ne savait pas pourquoi. André, assis sur les genoux de sa mère, ne comprenait pas pourquoi tout le monde posait autant de questions. Girard avait examiné la chambre de Marcel, fouillant méthodiquement dans ses affaires avec l'accord de Simone. Les vêtements dans l'armoire, les papiers dans le secrétaire, les livres sur la table de nuit. Il n'avait rien trouvé d'inhabituel. Pas de lettre d'adieu, pas de notes explicatives, pas de documents financiers inquiétants. Les comptes de la ferme étaient en ordre. Il n'y avait pas de dettes importantes, pas de menaces connues. L'inspecteur avait interrogé les voisins, les commerçants du village, le curé, les clients habituels de la coopérative viticole. Tous dressaient le portrait d'un homme ordinaire, travailleur, sans ennemis connus. Personne n'avait remarqué quoi que ce soit d'inhabituel dans son comportement récent, hormis cette tendance à être plus silencieux que d'habitude. Une découverte intrigante avait émergé lors de ces interrogatoires. Le propriétaire d'un petit café sur la route entre Beaune et Pommard avait reconnu Marcel sur la photo que Girard lui avait montrée. L'homme se souvenait de l'avoir vu là plusieurs fois au cours de l'été, toujours seul, toujours commandant un café qu'il buvait rapidement avant de repartir. Ce qui avait frappé le cafetier, c'était que Marcel consultait toujours sa montre, comme s'il attendait quelqu'un ou devait être quelque part à une heure précise. Cette information avait ouvert une nouvelle piste. Marcel avait-il un rendez-vous régulier? Avec qui? Et pourquoi garder ses sorties secrètes? Girard avait creusé cette direction, mais sans résultat concret. Personne d'autre ne se souvenait avoir vu Marcel en compagnie de qui que ce soit. Les recherches s'étaient intensifiées. Des équipes avec des chiens avaient été déployées. Les bois et les champs dans un rayon de 20 kilomètres autour de la chapelle Saint-Roch avaient été systématiquement fouillés. On avait dragué les étangs et les petites rivières de la région. Les gendarmes avaient vérifié les hôpitaux, les cliniques, même les morgues des départements voisins. 3 semaines après la disparition, l'enquête était dans une impasse totale.
Marcel Fontaine semblait avoir simplement cessé d'exister ce matin du 16 septembre 1971. Les premières semaines après la disparition de Marcel furent un cauchemar éveillé pour la famille Fontaine. La maison, autrefois remplie de la routine rassurante du travail agricole, était devenue un lieu de silence pesant et d'attente interminable. Chaque bruit de moteur sur la route faisait sursauter Simone, qui se précipitait à la fenêtre avec un mélange d'espoir et de crainte. Mais ce n'était jamais Marcel qui rentrait. Les vendanges devaient continuer. La nature ne s'arrête pas pour le chagrin humain, et les raisins mûrs devaient être récoltés avant de pourrir sur les vignes. Étienne, du haut de ses 17 ans, avait dû assumer un rôle pour lequel il ne se sentait pas prêt. Il dirigeait maintenant les quelques ouvriers saisonniers que la famille employait chaque année, prenait des décisions sur la vinification, gérait les aspects pratiques de l'exploitation. Le poids de cette responsabilité soudaine était écrasant. Certains soirs, Colette le trouvait assis seul dans le cellier, la tête entre les mains, pleurant silencieusement. Mais le matin venu, il se levait à l'aube et retournait au travail, parce que c'était ce qu'on attendait de lui, ce que son père aurait voulu. Simone avait réagi à la disparition de son mari d'une manière qui surprit certains voisins. Elle ne s'était pas effondrée. Au contraire, elle était devenue une femme de fer, organisant la maison, gérant les finances, prenant des décisions qu'elle avait toujours laissées à Marcel auparavant. La nuit, dans le lit vide qu'elle partageait autrefois avec son mari, c'était une autre histoire. Elle serrait l'oreiller de Marcel, respirant son odeur qui s'estompait peu à peu et laissait enfin couler les larmes qu'elle retenait pendant la journée. Pour Colette, la disparition de son père avait créé un vide différent. À 14 ans, elle était à cet âge délicat où l'on commence à voir ses parents comme des êtres humains complexes plutôt que comme des figures d'autorité infaillibles. Elle s'était mise à se poser des questions qu'elle n'avait jamais envisagées auparavant. Qui était vraiment son père? Que se passait-il dans sa tête? Pourquoi était-il parti? L'avait-elle déçu d'une manière ou d'une autre? André, trop jeune pour vraiment comprendre, oscillait entre l'espoir naïf que papa allait rentrer bientôt et des crises de larmes incontrôlables quand la réalité le frappait. Il avait commencé à faire des cauchemars, se réveillant en pleine nuit en criant. Simone devait souvent le prendre dans son lit pour le calmer. Le village entier avait été secoué par la disparition. Dans une petite communauté rurale où tout le monde se connaissait depuis des générations, un tel événement était sans précédent. Les commérages allaient bon train. Certains murmuraient que Marcel avait peut-être une double vie, une maîtresse quelque part. D'autres suggéraient qu'il avait pu être victime d'un crime, bien qu'il n'y ait aucune preuve. Les plus pessimistes pensaient qu'il s'était suicidé, peut-être en se jetant dans un des nombreux puits abandonnés de la région, et que son corps ne serait jamais retrouvé. L'inspecteur Girard continuait son enquête, mais les pistes s'amenuisaient. Il avait fait vérifier les comptes bancaires de Marcel, aucun retrait inhabituel. Il avait contacté les gares, les compagnies de bus. Personne correspondant à la description de Marcel n'avait acheté de billets ce jour-là ou dans les jours suivants. Il avait même fait passer des annonces dans les journaux régionaux avec la photo de Marcel, demandant à quiconque l'aurait vu de se manifester. Quelques fausses pistes, rien de concret. 6 mois après la disparition, en mars 1972, Girard était venu voir Simone à la ferme. Il avait l'air fatigué, vieilli. Il lui avait expliqué que, sans nouveaux éléments, l'enquête active devait être mise en sommeil. Le dossier resterait ouvert, bien sûr, et toute nouvelle information serait suivie, mais les ressources devaient être allouées à d'autres affaires. Simone avait hoché la tête, s'y attendant. Elle l'avait remercié pour ses efforts. Les années passèrent, et la famille Fontaine apprit à vivre avec l'absence. C'était une présence constante, un fantôme invisible qui hantait chaque pièce de la maison, chaque rangée de vignes. Marcel n'était ni mort ni vivant, suspendu dans un état d'existence incertain qui rendait le deuil impossible. Comment pleurer quelqu'un qui pourrait franchir la porte à tout moment? Étienne, devenu légalement responsable de l'exploitation en 1974, lorsque son père fut déclaré absent, transforma progressivement la ferme. Il modernisa les équipements,
acheta un tracteur, commença à expérimenter avec des techniques viticoles nouvelles. C'était sa façon de faire face, de créer quelque chose de nouveau sur les ruines du passé. Mais il ne vendrait jamais la propriété, gardant toujours une petite lueur d'espoir que son père reviendrait un jour et voudrait retrouver sa terre. Il se maria en 1976 avec une institutrice du village voisin, Véronique Leclerc. Leur mariage fut sobre, presque austère. La place vide à la table, celle qui aurait dû être occupée par le père du marié, était une présence oppressante. Ils eurent 2 enfants, Philippe en 1978 et Mathilde en 1981, qui ne connaîtraient jamais leur grand-père que par des photos et des histoires fragmentées. Golette quitta la Bourgogne en 1976 pour étudier la littérature à l'université de Lyon. Elle revint rarement, trouvant la ferme et ses souvenirs trop lourds à porter. Elle devint professeure de français dans un lycée de Villeurbanne, se maria brièvement puis divorça et entretint une relation distante mais cordiale avec sa famille. La disparition de son père avait créé en elle une méfiance profonde envers l'attachement, une peur d'aimer trop fort quelqu'un qui pourrait disparaître sans prévenir. André, lui, réagit différemment. Il devint gendarme, comme s'il cherchait inconsciemment à résoudre le mystère qui avait détruit sa famille. Il fut affecté dans les Alpes-Maritimes après sa formation et construisit sa vie loin de la Bourgogne, bien qu'il appelât sa mère chaque dimanche sans faute. Simone resta à la ferme, aidant Étienne et Véronique, s'occupant de ses petits-enfants. Elle vieillit rapidement après la disparition, ses cheveux châtains devenant complètement blancs en quelques années. Elle gardait la chambre de Marcel exactement comme il l'avait laissée, changeant les draps régulièrement, époussetant les meubles, comme s'il pouvait revenir à tout moment. Elle parlait rarement de son mari disparu, mais tout le monde savait qu'elle y pensait constamment. Certains matins, les voisins la voyaient marcher lentement vers la vieille chapelle Saint-Roch, le dernier endroit où le camion de Marcel avait été retrouvé. Elle s'asseyait sur un muret de pierre et restait là pendant des heures, regardant les champs, cherchant peut-être des réponses que la terre ne donnerait jamais. Au fil des décennies, l'histoire de Marcel Fontaine devint une sorte de légende locale, racontée aux nouveaux arrivants, évoquée dans les conversations. Certains prétendaient l'avoir vue, des années après, dans une ville lointaine ou même à l'étranger. Ces observations donnaient toujours un regain d'espoir temporaire à la famille, mais aucune ne se révéla jamais fondée. L'inspecteur Girard prit sa retraite en 1987. Avant de partir, il fit une dernière visite à Simone. Il lui avoua que, de tous les cas qu'il avait traités dans sa carrière, celui de Marcel Fontaine était celui qui l'avait le plus hanté. Il avait gardé une copie du dossier chez lui, y revenant parfois, cherchant ce détail qu'il aurait pu manquer. Il mourut d'un cancer en 1993, emportant avec lui ses théories non résolues. Le printemps 1999 arriva avec ses promesses de renouveau. Étienne, maintenant âgé de 45 ans, avait décidé qu'il était temps de rénover la vieille grange qui tombait en ruine. La structure, construite au début du XIXe siècle en même temps que la maison principale, n'avait jamais été vraiment modernisée. Les poutres étaient vermoulues, le toit fuyait par endroits, et le sol en terre battue s'était affaissé avec le temps. Cette grange avait été le domaine de Marcel. C'était là qu'il rangeait ses outils les plus précieux, ses vieilles machines, et où il passait des heures à bricoler pendant les mois d'hiver. Après sa disparition, personne n'y était vraiment allé, hormis pour récupérer occasionnellement un outil ou entreposer du matériel. La grange était devenue une sorte de capsule temporelle, figée en 1971. Mais Étienne avait besoin d'espace pour de nouveaux équipements. Ses fils, Philippe et Mathilde, maintenant adultes, l'aidaient à l'exploitation, et l'affaire prospérait. Il fallait agrandir, moderniser. La vieille grange serait transformée en un chai de vinification moderne. Les travaux commencèrent le lundi 12 avril 1999. Étienne avait engagé une petite entreprise de construction locale, dirigée par Gérard Lacroix, un maître artisan réputé dans la région.
L'équipe comprenait 3 ouvriers, Gérard lui-même, son fils Julien et un apprenti nommé Maxime Renaud. Les 2 premières semaines furent consacrées au déblaiement et à l'évaluation structurelle. L'équipe retirait les vieux outils rouillés, les caisses poussiéreuses, les tas de bois pourris. Chaque objet évoquait un souvenir pour Étienne. Une vieille scie que son père utilisait, un établi fait main, des clous dans des bocaux en verre. C'était douloureux, comme ouvrir une blessure partiellement cicatrisée. Le mardi 27 avril, vers 11 heures du matin, Maxime travaillait à arracher les vieilles planches du sol dans le coin nord-ouest de la grange. C'était un travail fastidieux. Les planches, clouées depuis plus d'1 siècle, résistaient. Certaines se brisaient en morceaux quand on essayait de les retirer. Maxime avait remarqué quelque chose d'étrange. Dans cette section particulière, les planches semblaient avoir été enlevées puis remises en place à un moment donné. Les clous étaient plus récents, moins rouillés que les autres. Intrigué, il appela Gérard. Les 2 hommes examinèrent la zone. Effectivement, une section d'environ 1 mètre carré semblait avoir été démontée puis remontée. Avec précaution, ils retirèrent les planches. En dessous, au lieu de la terre battue qu'ils s'attendaient à trouver, il y avait un espace vide, une sorte de compartiment creusé dans le sol. Gérard descendit chercher une lampe torche dans son camion. Quand il éclaira l'intérieur du compartiment, il vit quelque chose qui le fit froncer les sourcils. Il y avait un objet enveloppé dans ce qui ressemblait à une vieille toile cirée. Julien était allé chercher Étienne, qui travaillait dans les vignes. Quand il arriva à la grange, essoufflé, son père était déjà descendu dans le compartiment et remontait avec le paquet. Ses mains tremblaient, légèrement. Étienne posa le paquet sur l'établi poussiéreux qui se trouvait encore dans un coin de la grange. La toile cirée était maintenue par une ficelle. Il défit lentement le nœud, son cœur battant la chamade sans qu'il sache vraiment pourquoi. À l'intérieur se trouvait un livre, pas n'importe quel livre. Un journal intime, relié en cuir brun usé, avec des pages jaunies. Sur la première page, d'une écriture qu'Étienne reconnut immédiatement, était inscrit « Journal personnel de Marcel Fontaine ». Commencé le 3 avril 1971. Étienne resta figé, le journal entre les mains. 28 ans. 28 ans que son père avait disparu, et voilà que ces mots réapparaissaient, cachés tout ce temps sous leurs pieds. Les ouvriers observaient en silence, sentant qu'ils venaient de découvrir quelque chose de profondément important. Étienne ouvrit le journal à la dernière page écrite. L'entrée était datée du 15 septembre 1971, la veille de la disparition. Les derniers mots de son père étaient « Demain, je dois faire ce qui doit être fait. Que Dieu me pardonne, que ma famille me pardonne. Je ne peux plus vivre dans ce mensonge. » Les mains d'Étienne tremblaient maintenant violemment. Il referma le journal, le serra contre sa poitrine. Il devait appeler sa mère. Il devait appeler Colette et André. Et il devait prévenir la police. L'après-midi même, la gendarmerie de Beaune fut contactée. Le capitaine Marc Chevalier, qui avait repris le poste de l'ancien adjudant Mercier depuis longtemps à la retraite, se déplaça personnellement à la ferme Fontaine. Le cas de Marcel Fontaine était légendaire dans la gendarmerie locale, un de ces mystères non résolus qui passaient de génération en génération d'enquêteurs. Chevalier était un homme de 42 ans, méthodique et respectueux. Il examina le compartiment dans la grange, prit des photos, interrogea les ouvriers sur les circonstances exactes de la découverte. Puis il s'assit avec Étienne dans la cuisine de la maison familiale et commença à lire le journal. Simone, maintenant âgée de 67 ans et marchant avec une canne, était arrivée de la petite maison qu'Étienne avait fait construire pour elle à côté de la propriété principale. Quand elle vit le journal, ses jambes faillirent se dérober sous elle. Véronique l'aida à s'asseoir et lui prépara une tisane de tilleul. Le journal comptait environ 150 pages, toutes remplies de l'écriture serrée et régulière de Marcel. Les premières entrées, datées d'avril 1971, étaient plutôt banales. Marcel y notait les travaux quotidiens, les conditions météorologiques, les progrès des vignes. Mais rapidement, le ton changeait.
Dans l'entrée du 14 avril, Marcel écrivait « Aujourd'hui, j'ai revu elle au café sur la route de Pomard. Nous avons parlé pendant près d'une heure. Je ne devrais pas, je le sais. Mais ces conversations sont les seuls moments où je me sens vraiment vivant, vraiment moi-même. Comment est-ce possible de se sentir plus réel avec un étranger qu'avec sa propre famille ?» Elle. Cette lettre mystérieuse revenait constamment dans les pages suivantes. Le 22 avril. Elle m'a parlé de sa vie, de ses choix, de sa liberté. J'ai réalisé combien ma propre existence est une prison que je me suis construite moi-même. Le 7 mai. Je ne dors presque plus. La nuit, je regarde Simone dormir à côté de moi et je me demande si elle me connaît vraiment, si elle a jamais su qui j'étais vraiment. Nous vivons côte à côte depuis 27 ans et nous sommes des étrangers. Le 15 mai. Aujourd'hui, pendant la messe, j'ai eu envie de hurler. Tous ces gens qui prient, qui chantent, qui font semblant. Comme moi, j'ai fait semblant toute ma vie. Combien de temps encore pourrais-je maintenir cette façade ? Chevalier lisait à voix haute, lentement, permettant à Étienne et à Simone d'absorber chaque mot. Le visage de Simone était devenu de marbre. Elle fixait un point sur le mur, les lèvres serrées, les mains crispées sur sa tasse de tisane. Le journal révélait une crise profonde. Marcel, l'homme qui avait toujours semblé si solide, si ancré dans sa foi et ses traditions, était en réalité déchiré par des doutes existentiels. Il questionnait sa religion, son rôle d'agriculteur, son mariage, sa place dans le monde. L'entrée du 3 juin était particulièrement troublante. Elle m'a dit quelque chose aujourd'hui qui m'a bouleversé. Il m'a dit que vivre une vie qu'on n'a pas choisie, c'est une forme de mort lente. Et j'ai compris qu'il avait raison. Je suis mort depuis des années, je marchais juste sans m'en rendre compte. Chevalier s'arrêta. Il dit « il », donc elle serait un homme ? Étienne hocha la tête. Apparemment. Mais qui ? Le journal continuait de plus en plus sombre. Le 20 juin. J'ai commencé à faire des plans. C'est fou, je le sais, irresponsable, égoïste, mais je ne peux plus continuer comme ça. Elle dit qu'il y a toujours une possibilité de recommencer, même à mon âge. Le 15 juillet. J'ai mis de côté un peu d'argent. Pas beaucoup, mais assez. Simone ne s'en rendra pas compte. Je me déteste de faire ça, mais je ne vois pas d'autre solution. Le 8 août. Aujourd'hui, j'ai regardé Étienne travailler dans les vignes. Il sera un meilleur agriculteur que je ne l'ai jamais été. Il aime vraiment cette terre. Pas moi. Je ne l'ai jamais vraiment aimé. J'ai juste fait ce qu'on attendait de moi. Le 25 août. Elle et moi avons finalisé les arrangements. C'est pour septembre, après les vendanges. Je leur dois au moins ça de finir les vendanges. Simone laissa échapper un sanglot. Toutes ces années, elle s'était demandé si son mari avait été victime d'un crime, d'un accident. Et voilà que la vérité émergeait. Marcel avait planifié sa disparition. Il était parti volontairement. Chevalier continua. Les dernières entrées du journal, écrites en septembre, étaient de plus en plus courtes, de plus en plus tendues. Marcel semblait déchiré entre son désir de liberté et sa culpabilité envers sa famille. Le 10 septembre. Les vendanges sont presque terminées. Encore quelques jours. Je regarde mes enfants et je me déteste. Mais je ne peux pas continuer. Cela me tuera si je reste. Le 12 septembre. J'ai caché ce journal dans la grange. Peut-être qu'un jour quelqu'un le trouvera. Peut-être qu'ils comprendront. Ou peut-être pas. Peu importe maintenant. Et enfin, le 15 septembre, la dernière entrée. Demain, je dois faire ce qui doit être fait. Que Dieu me pardonne, que ma famille me pardonne. Je ne peux plus vivre dans ce mensonge. Elle m'attend à la chapelle Saint-Roch à 7 heures du matin. Ensuite, nous partirons. Une nouvelle vie. C'est terrifiant et exaltant à la fois. Je laisse mon camion là-bas avec les clés. Quelqu'un le trouvera. Simone aura la ferme. Étienne s'en occupera bien. C'est mieux ainsi. Pour eux, pour moi, je suis désolé, tellement désolé. Le silence qui suivit fut écrasant. Chevalier referma le journal doucement. Il regarda Simone, dont le visage était maintenant humide de larmes silencieuses. « Je suis vraiment désolé, Madame Fontaine, » dit-il doucement. Étienne se leva brusquement, faisant tomber sa chaise. « Qui est ce « elle » ? Qui a aidé mon père à nous abandonner ?» Chevalier secoua la tête. « C'est ce que nous devons découvrir.
Cette personne détient les réponses. Les jours suivants furent une frénésie d'activités investigatives. Chevalier rouvrit officiellement le dossier et commença à chercher l'identité de ce mystérieux L. Le journal donnait peu d'indices concrets. Marcel ne mentionnait jamais de nom complet, ni de détails physiques précis. Colette et André furent informés et revinrent immédiatement en Bourgogne. Pour la première fois depuis des années, toute la famille Fontaine était réunie dans la maison familiale. L'atmosphère était tendue, chargée d'émotions contradictoires. André, maintenant gendarme à Nice, prit quelques jours de congé pour aider à l'enquête de manière informelle. Il avait apporté sa propre expertise, ses contacts, sa connaissance des procédures. Pour lui, c'était devenu personnel d'une nouvelle manière. Son père n'avait pas été victime. Il les avait abandonnés. Colette oscillait entre la colère et une étrange compréhension. En tant que professeure de littérature, elle avait lu et analysé d'innombrables récits de crises existentielles. Elle reconnaissait dans les mots de son père les signes d'une dépression profonde, d'une dysphorie que personne n'avait su reconnaître à l'époque. Chevalier commença par reconstituer les mouvements de Marcel dans les mois précédant sa disparition. Il contacta le propriétaire du café sur la route de Pommard, qui était maintenant géré par le fils de l'ancien propriétaire. Par chance, le père, maintenant retraité, était toujours vivant et avait bonne mémoire. Interrogé, le vieil homme se souvint de Marcel. « Oh oui, je me souviens de lui. Un homme discret, toujours seul. Mais attendez, il y avait quelqu'un. Pas toujours. Mais plusieurs fois, j'ai vu un autre homme le rejoindre. Plus jeune que lui, je dirais. La trentaine peut-être. Cheveux longs, barbe. Habillé de manière, comment dire, bohème, pas comme les gens d'ici. C'était la première piste concrète. Un homme, la trentaine, apparence bohème, début des années 70. Chevalier fit le lien immédiatement. C'était l'époque hippie, du mouvement pour la liberté, du rejet des conventions sociales. André suggéra de vérifier les registres de résidence temporaire de la région pour cette période. C'était un long travail, mais il pourrait révéler des personnes ayant séjourné dans la région en 1971. Après des jours de recherche dans les archives municipales de Beaune et des villages environnants, ils trouvèrent quelque chose. En mars 1971, un certain Luc Valentin avait loué une petite maison dans le village de Levernois, à quelques kilomètres de la ferme Fontaine. La durée de location, 6 mois, de mars à août. Luc, elle. Cela correspondait. Chevalier lança des recherches approfondies sur Luc Valentin. Il découvrit qu'il était né à Paris en 1940, ce qui lui donnait 31 ans en 1971. Son dossier révélait un parcours atypique. Fils d'une famille bourgeoise parisienne, il avait rompu avec eux dans les années 60, s'était impliqué dans les mouvements étudiants, avait voyagé en Inde, puis était revenu en France pour vivre de manière itinérante. Plus intéressant encore, Luc Valentin était homosexuel à une époque où c'était encore largement tabou et même criminalisé dans certains contextes. Les archives de la préfecture mentionnaient une arrestation en 1968 lors d'une descente dans un bar gay parisien, bien qu'aucune charge n'ait été retenue. La révélation tomba comme un coup de massue. Étienne, assis à la table de la cuisine avec Chevalier, André et Colette, resta silencieux pendant une longue minute. « Vous êtes en train de dire que mon père... » Il ne pouvait pas finir la phrase. Colette, elle, avait les larmes aux yeux. Mon Dieu, tout ce qu'il a écrit dans le journal, vivre dans le mensonge, ne pas pouvoir être lui-même, c'était ça. Simone, qui écoutait depuis le salon, entra dans la cuisine en s'appuyant sur sa canne. Son visage était d'une pâleur mortelle. « Où est-il maintenant » demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Où est Luc Valentin » Chevalier hésita. « Nous le cherchons, madame. Nous avons lancé des recherches nationales. » 2 jours plus tard, ils eurent une réponse. Luc Valentin vivait maintenant à Marseille. Il avait 69 ans, était officiellement en couple avec un homme depuis 1983, après la dépénalisation de l'homosexualité en France. Il travaillait comme libraire dans une petite boutique du Vieux-Port. André et Chevalier firent le voyage à Marseille. Ils arrivèrent à la librairie par un après-midi ensoleillé de mai.
La boutique était petite, chaleureuse, remplie de livres d'occasion et d'ouvrages sur l'art et la philosophie. Luc Valentin était un homme mince, aux cheveux blancs encore longs, attachés en queue de cheval, avec des lunettes rondes et un visage marqué par les années mais doux. Quand Chevalier se présenta et mentionna le nom de Marcel Fontaine, Luc devint livide. Il ferma la boutique et les invita à l'arrière. Ce qui suivit fut un des interrogatoires les plus émotionnels que Chevalier avait jamais conduits. Luc parla pendant plus de 2 heures, racontant son histoire avec Marcel, les larmes coulant librement sur son visage. Ils s'étaient rencontrés par hasard en mars 1971. Luc avait loué cette maison en Bourgogne pour écrire un livre, recherchant la tranquillité de la campagne. Un jour, son camionnette était tombée en panne sur une route de campagne. Marcel, passant par là, s'était arrêté pour l'aider. Quelque chose était passé entre eux. Un regard, une conversation qui s'était prolongée plus longtemps que nécessaire. Marcel avait proposé de revenir le lendemain pour aider à réparer le véhicule. Il était revenu. Puis encore. Et encore. Au début, c'était juste des conversations, expliqua Luc, sa voix brisée par l'émotion. Il me parlait de sa vie, de ses doutes. Il n'avait jamais pu parler à personne de ce qu'il ressentait vraiment. L'attraction qu'il éprouvait pour les hommes depuis son adolescence, qu'il avait toujours réprimée, enfouie. Il s'était marié parce que c'était ce qu'on faisait. Il avait eu des enfants parce que c'était son devoir. Mais il n'avait jamais été heureux. Marcel et Luc étaient devenus amants. Discrètement, prudemment, dans la terreur constante d'être découvert. Pour Marcel, c'était la première fois de sa vie qu'il pouvait être authentiquement lui-même. Et c'était à la fois libérateur et terrifiant. Il voulait partir, continua Luc, recommencer sa vie. Je lui ai dit que c'était possible, qu'il y avait des endroits où 2 hommes pouvaient vivre ensemble sans se cacher. Paris, Berlin, Amsterdam. Mais il était déchiré. Ses enfants, sa ferme, son épouse. La culpabilité le rongeait. Finalement, Marcel avait pris sa décision. Ils avaient prévu de se retrouver à la chapelle Saint-Roch le 16 septembre à 7 heures du matin. Luc avait une voiture garée sur le chemin derrière la chapelle. Le plan était de partir immédiatement, de traverser la frontière vers la Suisse, puis de continuer vers l'Allemagne. Mais quelque chose s'était mal passé. « J'étais là à 7 heures précises », dit Luc les mains tremblantes. « J'ai attendu, 7h15, 7h30. Marcel n'arrivait pas. J'ai pensé qu'il avait changé d'avis, qu'il ne pouvait pas quitter sa famille finalement. J'étais triste, mais je comprenais. À 8 heures, j'ai commencé à m'inquiéter. À 8h30, je suis allé vérifier. Son camion était là, garé près de la chapelle, mais lui n'était nulle part. Luc avait cherché partout autour de la chapelle. Il avait appelé son nom à voix basse, n'osant pas crier. Rien. Marcel avait simplement disparu. J'ai paniqué, avoua Luc. Je savais que si je restais, si j'allais à la police, notre relation serait révélée. À cette époque, cela aurait détruit sa famille encore plus que sa disparition. Et moi, j'aurais été arrêté, probablement accusé de quelque chose. Alors j'ai fait la pire chose possible. Je suis parti, j'ai quitté la région le jour même et je n'y suis jamais retourné. Chevalier et André échangèrent un regard. Donc vous n'avez aucune idée de ce qui est arrivé à Marcel après qu'il a garé son camion? Luc secoua la tête, les larmes coulant maintenant librement. Je me suis posé la question pendant 28 ans. Chaque jour. Qu'est-ce qui s'est passé? A-t-il eu un accident? A-t-il changé d'avis au dernier moment et décidé de mettre fin à ses jours? A-t-il été victime de quelqu'un qui l'aurait suivi? Je ne sais pas, et cela me hante. Le témoignage de Luc Valentin relança l'enquête dans une direction nouvelle. Chevalier ordonna des recherches approfondies autour de la chapelle Saint-Roch. Avec les technologies modernes de 1999, notamment les radars de pénétration du sol, il pouvait chercher ce qui aurait été impossible en 1971. Les recherches prirent 3 semaines. L'équipe couvrit systématiquement chaque mètre carré dans un rayon de 500 mètres autour de la chapelle. Le 12 juin 1999, ils trouvèrent quelque chose. À environ 200 mètres derrière la chapelle, dans un petit bois dense de chênes et de hêtres, les radars détectèrent une anomalie dans le sol. Une équipe médico-légale fut appelée.
Ils creusèrent soigneusement, méthodiquement. À 1,20 m de profondeur, ils découvrirent des restes humains. Le corps était dans un état de décomposition avancée, naturellement après 28 ans. Mais certains éléments étaient encore identifiables. Les vêtements, notamment un gilet en laine et des bottes en caoutchouc vert. Le bracelet montre une lippe ancienne que Simone reconnut immédiatement. Et de manière déterminante, les analyses dentaires confirmeraient quelques jours plus tard l'identification. C'était bien Marcel Fontaine. L'examen médico-légal révéla la cause de la mort. Marcel était décédé d'un traumatisme crânien majeur. L'os temporal gauche montrait une fracture importante. Mais il n'y avait aucune autre blessure, aucun signe de lutte. Le légiste présenta son rapport à la famille une semaine plus tard. D'après l'analyse de la fracture et la position du corps, voici le scénario le plus probable. Monsieur Fontaine était dans le bois, derrière la chapelle. Il faisait encore assez sombre à cette heure matinale en septembre, le soleil se levant vers 6h45. Il marchait, probablement nerveux, attendant son rendez-vous. Il y a plusieurs affleurements rocheux dans ce bois, couvert de mousse à l'époque, rendu glissant par la rosée du matin. Il semble qu'il ait glissé, peut-être en marchant de long en large, dans sa nervosité, et soit tombé violemment, frappant sa tête contre un rocher. Le choc l'a probablement tué instantanément, ou l'a laissé inconscient, incapable d'appeler à l'aide. Il est mort là, seul, à quelques mètres seulement de l'endroit où Luc Valentin l'attendait. Le silence qui suivit cette révélation fut absolu. Après 28 ans de questions, de théories, de douleurs, la vérité était d'une banalité cruelle. Pas de crime, pas de fuite réussie vers une nouvelle vie. Juste un accident stupide, un moment d'inattention, un pied qui glisse sur de la mousse humide. Pourquoi les recherches de 1971 ne l'ont-elles pas trouvé? Demanda Étienne, la voix tendue. Chevalier expliqua. Les recherches se sont concentrées autour de la chapelle elle-même et sur les chemins. Ce petit bois est dense, avec beaucoup de végétation basse. Si votre père était tombé dans un creux naturel, recouvert rapidement par les feuilles et la végétation, il aurait été facile de passer à côté sans des recherches extrêmement minutieuses, avec des équipes beaucoup plus nombreuses que celles disponibles à l'époque. Marcel Fontaine fut finalement enterré le 28 juin 1999 dans le cimetière du village où il avait vécu toute sa vie. Simone, maintenant âgée de 67 ans et affaiblie par l'âge et l'émotion, pleura sur la tombe de l'homme avec qui elle avait partagé 19 ans de sa vie sans vraiment le connaître. À la demande de Simone, Luc Valentin fut invité aux funérailles. Il vint discrètement, restant à l'arrière de la petite assemblée. Après la cérémonie, Simone s'approcha de lui. Leur conversation fut brève, privée. Personne ne sut jamais exactement ce qu'ils se dirent, mais quand Luc repartit, Simone semblait avoir trouvé une forme de paix. Dans les semaines qui suivirent, la famille Fontaine dut faire face à une vérité complexe et difficile. Marcel n'avait pas été l'homme qu'il croyait connaître. Il avait vécu dans un mensonge constant, prisonnier d'une époque qui ne permettait pas aux hommes comme lui d'être eux-mêmes. Colette fut peut-être celle qui comprit le mieux. Elle écrivit un texte qu'elle lut lors d'une réunion de famille, 1 mois après l'enterrement. Notre père était un homme piégé entre deux mondes. Le monde dans lequel il vivait, avec ses règles strictes, ses attentes, ses conventions, et le monde intérieur où il était vraiment lui-même, mais qu'il ne pouvait jamais montrer. Il a essayé de s'échapper, de trouver une vie où il pourrait enfin respirer, et le destin cruel et ironique l'a arrêté à quelques mètres de sa liberté. Je choisis de me souvenir de lui non pas comme l'homme qui nous a abandonnés, mais comme l'homme qui a eu le courage, même tardif, de chercher son authenticité. Étienne eut plus de mal. Pour lui, la révélation de l'homosexualité de son père, dans une génération et un milieu où c'était encore largement incompris, fut difficile à accepter. Mais, avec le temps, aidé par Véronique et ses propres enfants qui voyaient les choses différemment, il parvint à une forme de compréhension. André, le gendarme, fut troublé par l'ironie de toute l'histoire.
Toute sa carrière, il avait cherché à résoudre des mystères, peut-être inconsciemment pour résoudre le mystère de son père. Et la résolution, quand elle vint finalement, n'apporta pas les réponses qu'il espérait, mais plutôt de nouvelles questions sur l'identité, la liberté et le prix du mensonge. Le journal de Marcel fut conservé par Simone. Elle le relisait parfois dans la solitude de sa petite maison. Ces mots lui donnaient accès à un homme qu'elle n'avait jamais vraiment connu de son vivant. C'était douloureux, mais aussi étrangement réconfortant. Au moins maintenant, elle savait. Luc Valentin continua sa vie à Marseille. Il correspondit avec Colette pendant quelques années, partageant ses souvenirs de Marcel, aidant la famille à comprendre l'homme derrière la façade. Quand il mourut en 2007, à l'âge de 67 ans, son partenaire informa la famille Fontaine. Colette fit le voyage pour assister à ses funérailles. La chapelle Saint-Roch, le lieu qui avait été le point focal de cette tragédie, fut partiellement restauré en 2003 par la municipalité. Une petite plaque y fut installée, non pas mentionnant Marcel spécifiquement, mais dédiée à tous ceux qui ont cherché la liberté d'être eux-mêmes. La ferme Fontaine continua à prospérer sous la direction d'Étienne, puis de ses enfants. Mais dans la vieille grange rénovée, maintenant un chai moderne, une petite section du sol original fut préservée. C'était l'endroit où le journal avait été caché pendant 28 ans. Un rappel silencieux qu'il y a des vérités qui attendent parfois des décennies avant d'émerger à la lumière. Simone Fontaine mourut paisiblement en 2005, à l'âge de 73 ans. Ses dernières paroles, murmurées à Colette qui tenait sa main, furent « J'aurais aimé qu'il se sente assez en sécurité pour me dire la vérité. J'aurais aimé qu'il sache que je l'aurais aimé quand même. » L'histoire de Marcel Fontaine devint, avec le temps, une sorte de légende locale avec une nouvelle signification. Ce n'était plus simplement l'histoire d'un homme disparu mystérieusement, mais celle d'un homme piégé par son époque, détruit par l'impossibilité d'être authentique. Dans une France qui évoluait rapidement vers plus d'acceptation et de compréhension, son histoire servait de rappel sombre de ce que le secret et la honte peuvent faire à un être humain. Et dans la terre bourguignonne, entre les rangées de vignes que Marcel avait cultivées pendant des décennies, sans vraiment les aimer, la vie continuait son cycle éternel. Les raisins mûrissaient et étaient vendangés, le vin fermentait et vieillissait, les saisons passaient. La nature ne garde pas la mémoire de nos drames personnels. Seuls les vivants portent ce fardeau et le transmettent, transformés par la compréhension et le pardon aux générations suivantes. Cette histoire nous montre comment les époques différentes pouvaient emprisonner les individus dans des vies qu'ils n'avaient pas vraiment choisies, et comment le poids du secret et de la honte pouvait détruire même les personnes apparemment les plus solides. Marcel Fontaine a vécu 42 ans sans jamais pouvoir être pleinement lui-même, prisonnier de conventions sociales impitoyables. Qu'en pensez-vous? Avez-vous reconnu les signes tout au long de cette histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si cette enquête approfondie vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Laissez un like si cette histoire vous a marqué et partagez-la avec quelqu'un qui pourrait être intéressé par ce type de cas.